Bien, bonjour à tous et merci d'être si nombreux sur la chaîne. Vous n'oubliez pas que nous sommes toujours sur YouTube pour lancer ce nouveau format qui s'appelle Sur le terrain. On se déplace et on reçoit des experts, toutes spécialités confondues autour toujours de la santé mentale. Évidemment, ça va de soi. Et nous sommes aussi sur Top Santé TV. N'oubliez pas, vous les trouvez sur toutes les plateformes SFR, Bouygues, etc. et qui font des replays. Vous avez toutes les émissions en replay si vous le souhaitez pour diffuser sur la télévision. N'hésitez pas. Voilà. Aujourd'hui, nous recevons un gastro-entérologue qui fait pas que ça, que vous avez déjà vu sur la chaîne en duplex, si mes souvenirs sont bons. Guillaume Bonneau, bonjour. Bonjour Marc. Merci d'être là. Guillaume, tu vas aujourd'hui nous parler de deux choses majoritairement. D'abord, tu vas nous expliquer un peu ton parcours pour qu'on comprenne qu'est-ce que la gastro-entérologie quand même, rapidement. Ensuite, tu vas nous expliquer l'impact de la façon dont on peut s'alimenter sur notre hygiène et sur notre santé et santé mentale. Et puis je crois que tu as créé quelque chose qui est intéressant. Tu nous en as parlé vaguement quand tu étais présent sur la chaîne en duplex, mais là je crois que l'élaboration est terminée, donc on va pouvoir enfin savoir de quoi il s'agit en détail. Alors d'abord je te laisse te présenter. Alors donc je suis gastro-entérologue. On peut se dire pourquoi est-ce qu'un gastro-entérologue va parler au-delà de la gastro-entérologie. En fait la gastro-entérologie donc c'est un organe, l'organe des intestins. On appelle ça le second cerveau. Et donc, pourquoi est-ce qu'on appelle ça le second cerveau? Parce qu'en fait, la gastro-entérologie contient ce qu'on appelle le microbiote, qui est une flore intestinale, qui est un organisme vivant, on sait que maintenant c'est un organe, et qui va communiquer avec, par des neurotransmetteurs avec tout un tas de fonctionnalités avec notre corps dans son ensemble. Donc c'est le centre finalement du lien corps-esprit. Donc on s'aperçoit que quand on est spécialiste des intestins, finalement on n'est pas spécialiste d'un organe, mais on est un médecin du corps humain, quoi, et du lien corps-esprit. Donc quand on commence à faire de la gastro-entérologie et qu'on prend en charge des maladies, ben, très vite on sort, je dirais, de l'intestin pur et on va vers une prise en charge holistique. Donc les gastro-entérologues deviennent finalement maintenant ce qu'on appelle des médecins intégratifs, c'est-à-dire qui prennent en charge de façon globale les individus. D'accord, bon, ça c'est très clair. Mais là, il y a une évolution importante, parce qu'il y a quelques années... On était des médecins d'organes, et on devient maintenant des médecins du lien corps-esprit, on devient très holistique, parce qu'on s'occupe finalement, on a compris l'importance du microbiote. Alors il y a des gastro-entérologues qui ne s'occupent pas du tout du microbiote, ça n'intéresse pas qu'ils restent des techniciens, c'est très bien, il faut chacun trouve sa voie. Mais en tout cas, les médecins qui s'occupent du microbiote doivent être ce qu'on appelle des médecins holistiques intégratifs, quoi, qui doivent tout intégrer. Donc, fort de constater que vous avez cette prise en charge globale maintenant, comment ça fonctionne plus en détail? Quel lien y a-t-il entre justement cet organe ou ces organes et l'ensemble du corps? On va tout de suite prendre l'exemple, on a 4 facteurs qui vont intervenir sur ton microbiote. Tu as bien sûr ton stress, quand tu as du stress, tu changes ton microbiote très rapidement, en quelques minutes. Donc tu as ton alimentation, un impact majeur sur le microbiote. On a l'activité physique, la respiration, l'oxygénation, et puis tous les polluants. On a tout un tas de polluants qui agissent sur ce microbiote. Si tu as un microbiote altéré, tu vas avoir de la perméabilité intestinale qui fait qu'il va y avoir des molécules qui vont passer, qui vont envoyer des signaux inflammatoires, qui vont avoir des répercussions sur le fonctionnement global de ton organisme, sur des modifications hormonales et sur ce qu'on appelle les neurotransmetteurs qui vont agir sur ta santé mentale. Donc tu vois bien que on dit que la dépression se soigne par ton alimentation. Il ne faut peut-être pas généraliser comme ça, mais l'alimentation fait partie du traitement de l'anxiété et de la dépression. Et donc on voit cette espèce de cercle vicieux. Tu manges mal, tu abîmes ton microbiote des intestins, ça te modifie tes neurotransmetteurs, ça t'augmente ton stress, ton anxiété, qui va altérer le microbiote et ta perméabilité intestinale. Donc quand tu pars comme ça dans une spirale, eh ben, si tu t'en sortiras que si tu te prends en charge de façon holistique. Tu t'occupes de ta santé mentale, mais tu dois aussi t'occuper de ton microbiote. Ce qui est peu fréquent, parce que c'est plutôt assez compartimenté jusqu'à présent les choses. Voilà. Un des gros messages, c'est qu'il faut décompartimenter tout cela. Comment tu fais? Parce que j'imagine que si on peut se faire du mal, on peut aussi se faire du bien. Donc comment t'en arrives à justement réfléchir à cela? On va essayer de partir... de données scientifiques, c'est-à-dire qu'on vient de publier une étude qui est assez intéressante où on a pris en charge des patients qui ont des maladies chroniques mais qui sont stabilisés. On a des traitements qui marchent bien, leurs intestins vont très bien, on va regarder, on fait une endoscopie, tout va très bien. Et quand on leur fait des questionnaires d'handicap fonctionnel ou de qualité de vie, 73% sont altérés. Voilà. Donc,
là, c'est ça qui est très intéressant, c'est que les médicaments ne marchent pas. Bah oui, parce que tu as tous ces facteurs environnementaux et comportementaux qui sont à la fois la cause de la maladie, mais qui sont la cause de ce handicap fonctionnel. Et ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça touche non seulement les malades, mais ça touche toute la population. Et quand on fait des questionnaires de handicap fonctionnel et de qualité de vie dans la population générale, c'est très mauvais. Comment on les fait ces questionnaires? Tu as des questionnaires, tu as des questionnaires tout simples, tu as des questionnaires par maladie, simplement ton degré de sommeil, ton niveau de stress, ta qualité de productivité, ton niveau d'énergie, ta fatigue, tes douleurs. Les douleurs sont une représentation d'un handicap fonctionnel. Donc en fait, il y a des questionnaires très simples qui évaluent tes fonctionnalités, ta qualité de vie. On sait que ça, c'est lié à un déséquilibre de la globalité du vivant, principalement la nutrition, la sédentarité, l'activité physique, ton stress, ton dérèglement par rapport au biorhythme de la nature, le rythme circadien. Et quand on essaie d'agir sur tous ces facteurs-là, eh ben on voit que par exemple, sur 6 mois, on arrive à objectiver qu'on modifie les comportements et qu'on améliore la qualité de vie. Donc on met en évidence ce lien de causalité entre des troubles du comportement, alors pas que alimentaires, mais des troubles du comportement et ta qualité de vie. D'accord. Tout ça pour dire que la façon de le prendre en charge, c'est d'avoir cette prise en charge holistique. Tu parles de 6 mois, c'est pas long? En réalité, on peut modifier... Alors, c'est ça qui est très intéressant, c'est que quand tu vois dans cette étude sur 6 mois, tu améliores. Mais tu n'arrives pas à avoir les cibles que tu voudrais de changement comportemental. On est tellement altéré, le travail est tellement important, que comme tu le dis, c'est pas sur 6 mois que tu vas tout régler. Mais tu vas faire des petites choses qui vont améliorer des comportements et qui vont améliorer un peu ta qualité de vie. Mais on part de 73% de qualité de vie altérée pour arriver à 50%. On est à 50% de qualité de vie altérée encore à 6 mois. Donc tu vois bien que le chemin est long, qu'il est complexe et qui demande énormément de petits changements. Voilà. Donc j'imagine que l'idéal serait d'enseigner très tôt les bons comportements, et ne serait-ce qu'à l'école, mais on n'y est pas, parce que de toute façon, tout est relativement long et lent à mettre en place. Alors du coup, pour ceux qui nous écoutent, voilà, je me sens un peu affaibli ou un peu en difficulté. Les premières démarches, ça va être quoi? Est-ce qu'on fait appel, par exemple, à la plateforme que tu as créée? Comment on fait? En fait, on devrait à un moment donné se poser la question, quel est mon état d'exposition aux facteurs de risque environnementaux et comportementaux? En résumé, comment je mange, avec des questionnaires très détaillés, d'accord, avec une dizaine de questions. Quel est mon niveau de sédentarité, qui est une autre chose que le niveau d'activité physique? Oui. Quel est mon niveau de stress? Quel est mon niveau biopsychosocial? Comment je suis en lien avec les autres? La qualité du lien que j'ai avec les autres? Par rapport au rythme circadien, comment je m'intègre dans les rythmes naturels et notamment ma connexion avec la nature? Quand tu as fait ce bilan-là et un bilan d'exposition aux polluants, qui est un petit peu différent parce que là on va analyser ton exposition aux microplastiques, aux ce qu'on appelle les perfluorocléo, enfin les PFAS, les métaux lourds. Quand tu as fait cette analyse globale, il faut que tu fasses en parallèle où j'en suis dans mon handicap fonctionnel. Est-ce que je dors bien? Quel est mon niveau de fatigue? Quel est mon niveau de stress? Comment je me sens au niveau professionnel? Est-ce que j'ai des douleurs? Donc il faut que tu essaies de mélanger ces facteurs de risque environnementaux et où est-ce que j'en suis d'un point de vue fonctionnel. Parce que c'est pas parce que tu es en pleine forme, mais si tu as des facteurs environnementaux et comportementaux qui sont tout pourris, ça va mal aller pour toi. Et tu vas me faire un gros problème, tu vas me faire un burn-out, tu vas me faire un truc qui va pas bien se passer du tout. Donc tu vois cette espèce de dissociation, c'est toujours la prévention. Où est-ce que tu en es? Je te parle pas de maladie, je te parle de fonctionnel. Hein. Quel est mon état de comment je fonctionne? Pour s'auto-évaluer dans ce que tu décris là, c'est ultra complexe. Voilà, c'est un projet qu'on a qui devrait sortir dans les 3 mois qui viennent d'une plateforme ça va s'appeler Holirisk, où justement on veut proposer aux gens cette évaluation-là. D'accord. Et ce sera une plateforme gratuite parce qu'on veut... Voilà. Là, ce que tu me décris, si je commence à m'y mettre, je vais trouver tous les bons modèles ou les bons alibis pour... Tu vas surtout être étonné par l'altération de à la fois de tes comportements et puis, j'espère pas, du point de vue fonctionnel. Ça, c'est dans 3 mois. Oui. On a déjà fait avec des spécialistes, on s'est réunis avec des rhumatologues, des gastroentérologues, et on a fait un consensus scientifique sur une évaluation du questionnaire.
Voilà. Donc maintenant, il suffit de le mettre en forme sous forme digitale. Voilà. Et une fois que ce questionnaire est mis en place, on s'auto-évalue, enfin grâce à, évidemment, on suit le questionnaire et on arrive à un résultat. Voilà. Qui est plus ou moins effrayant. Est-ce que ce résultat, ensuite, je fais quoi avec ça? Je vais voir mon médecin traitant, je lui dis, voilà. J'aimerais que le médecin traitant fasse de la médecine préventive, mais il le fait comme il peut, d'accord? Bien sûr, tu en parles à ton médecin traitant quand tu vois, mais l'idée, c'est un peu de se prendre en charge, comme quand tu vas prendre un abonnement dans un club de gym, d'accord? À un moment donné, tu vas te dire, je vais me prendre en charge de façon holistique, je ne vais pas simplement prendre un abonnement dans un club de gym. Et donc, quand tu as, toi, cette évaluation, bien sûr, si tu as une maladie chronique ou que tu es suivi par ton médecin, il faut en parler à ton médecin, c'est bien évident. Mais tu peux aussi, toi, avoir une démarche personnelle et te dire, je vais essayer de m'améliorer. Et donc là, c'est pour ça qu'on a développé, on va en parler, cette plateforme de santé intégrative pour que les gens, en fonction de leur choix, mettons un surpoids, par exemple le problème de surpoids, si tu as 4 kilos de trop, 5 kilos de trop, tu peux te dire, tiens, pourquoi je ne ferais pas un peu de jeûne intermittent, qui est une façon très très simple de faire de la restriction calorique sans m'imposer des trucs compliqués. Tu testes des trucs pour toi, puis tu vois si ça marche. Si tu es un peu fatigué, il y a des programmes qui sont adaptés à la fatigue, tu testes ça, tu évalues toi-même. Donc l'idée, c'est de proposer des outils, on en parlera un peu plus en détail, parce que là aussi, ça doit être extrêmement personnalisé. Tu as des gens qui vont être capables de faire uniquement avec du digital, et tu auras des gens qui auront besoin du coaching. Et le plus souvent, les humains, on a besoin d'être coachés par des humains. Ça, je crois que c'est un grand message. L'IA n'a pas remplacé. Non, je ne crois pas ça. On en parlera parce que c'est un vrai sujet, ça. C'est un vrai sujet. Voilà. Pour revenir à ce que tu disais juste avant, donc en fait, comment ça fonctionne cette plateforme? Comment tu peux la décrire? Le projet, tu as bien compris, c'est d'essayer de régler une problématique. Comment? Et de sortir des silos. C'est-à-dire de sortir de « on va s'occuper de la santé mentale, on va s'occuper de l'activité physique », on va s'occuper de l'alimentation. L'idée, c'est d'être holistique et que les gens se retrouvent dans une prise en charge globale. Donc cette plateforme est une plateforme holistique dans laquelle, qui s'appelle Iléon, je vous expliquerai pourquoi Iléon, holistique, c'est-à-dire qu'elle va s'occuper de tout ce gros trépied du vivant qui est mon alimentation, mon activité physique, ma sédentarité, mon niveau d'énergie et ma régulation du stress et des émotions. C'est ça les gros domaines. Et donc, tu vas te personnaliser et tu vas essayer de travailler dans tous ces divers champs. Alors, tu peux faire plein de choses. Tu peux faire du jeûne intermittent, il y a des programmes de régulation de la fatigue, d'amélioration du sommeil. C'est toi qui vas... Mais je les ai sur cette plateforme? Oui, tu les as. Tu as accès. D'accord, voilà. Je suis pas obligé de me taper toute la toile pour... Non, c'est sur une plateforme, c'est toi qui vas choisir ce que tu veux toi, où est-ce que tu veux aller, quel programme tu veux faire. En fonction des préconisations. En fonction de ton évaluation, de ce qui ne va pas chez toi. Okay. Voilà. Et donc, bien sûr, tu as le digital qui est pas cher, d'accord? C'est-à-dire, c'est 79 francs sur une année ou 45 francs, je crois, 45 euros, excuse-moi, c'est la Suisse. Donc, 45 euros sur 3 mois. Ça, c'est le digital, ok? Et puis, si tu veux aller plus loin, je pense qu'il faut faire des coachings, mais c'est plus cher, tout le monde ne peut pas se le permettre. Mais ça, tu le mets. Mais ça, c'est possible, je le mets à disposition. J'ai des coachs qui sont formés et qui sont à disposition. Voilà. D'accord. Je m'auto-évalue, en tout cas à travers cette plateforme. La plateforme établit un diagnostic pour moi. Et ensuite, j'ai des préconisations. Avec ces préconisations, je vais choisir sur une banque de données que tu mets, c'est ça, que tu mets à disposition, et je vais choisir mon programme. Ouais. Est-ce qu'il y a un suivi? C'est quoi? Est-ce que je m'auto-évalue à nouveau 3 mois après? Est-ce que comment? Oui. L'idée, c'est ça. Alors, je voudrais quand même faire un tout petit arrêt sur ce concept Iléon. Pourquoi on a appelé ça Iléon? Iléon, personne ne sait ce que c'est. Si tu n'es pas médecin, tu ne sais pas ce que c'est. L'Iléon, c'est une petite partie de l'intestin grêle, qui est la fin de l'intestin grêle. Tu sais, cet intestin qui fait 6 mètres de long. Et la moitié de cet intestin qui fait 6 mètres de long, donc 3 mètres, c'est l'iléon et c'est avant le gros intestin. D'accord? Et en fait, cet iléon, moi qui fais des endoscopies toute la journée, c'est assez magique parce que quand tu vas dedans, c'est comme une barrière de corail. Tu as vraiment l'impression d'être Nemo, tu mets de l'eau et tu as vraiment l'impression d'être Nemo parce que c'est des petites villosités. Et en fait, quand il est en bonne santé, c'est un témoin de ton équilibre. Alors, il y a ça les gens qui appellent ça l'état de flow. En fait, c'est un état d'équilibre du vivant.
D'accord? Comme une barrière de corail. Donc un équilibre corps-esprit. En fait, si l'image, c'est si ton iléon est en bonne forme, c'est que tu as un bon équilibre corps-esprit. C'est ça l'objectif. Et la deuxième chose, et là tu touches à une dimension beaucoup plus subtile, qui est ce qu'on appelle le gut feeling. C'est-à-dire que on estime, alors on est à la limite du scientifique prouvé, mais par des mécaniques vibratoires, on ressent des choses. C'est le phénomène du ressenti. Donc le gut feeling, c'est que tu ressens dans tes intestins. Tu sais qu'avant l'expression verbale, les humains exprimaient leurs émotions que par leur ressenti. Donc, avant de parler, on ressentait. Ok ? Donc c'est quand même un mode de communication avec le milieu extérieur. Et tu as aussi, donc je te parle du gut feeling, mais on sait très bien qu'avec le cœur, ce qu'on appelle l'intelligence du cœur, il y a énormément de relations qui se passent et de communication. Et en fait, c'est pour ça que j'insiste beaucoup, la plateforme qu'on a faite n'est pas une plateforme où on vous donne des algorithmes d'IA comme une machine. En fait, ça se veut être un outil qui nous permette de repartir dans le ressenti et de se remettre quelque part dans l'intelligence du cœur. Alors, ça n'est pas dit comme ça n'est pas exprimé comme ça dans la plateforme, mais il y a ça derrière. C'est pour ça que je ne veux pas qu'on soit dans le digital. On n'est pas dans l'algorithme et voilà. On est vraiment dans l'humain. Et c'est pour ça que cette plateforme a été pensée, réalisée avec des psychiatres, avec donc gastro-entérologues, avec d'autres, des diététiciens, des médecins du sport. En fait, c'est un outil, mais qui s'intègre dans une dimension humaine. Et c'est pour ça que on insiste beaucoup dès que c'est possible pour qu'il y ait des humains derrière. Alors comme tu le dis, ça peut être des coachs, ça peut être ton médecin généraliste, ça peut être ton psychologue, ça peut être ton diététicien. En fait, ce qu'on veut, c'est que la communauté humaine que tu as autour de toi s'associe à ces outils de formation. Voilà. Grâce au diagnostic. Grâce au diagnostic que tu as fait au départ. C'est ça. Pour rendre ça plus compréhensible et plus rapide, je vais sur Iléon, donc je tape Iléon, je tombe dessus. Oui, tu tapes iléon.fr. Iléon.fr, je tombe dessus. J'imagine qu'il y a un petit CV à mettre, nom, prénom. Non, parce que en fait, non, le but c'est de pas avoir de données de santé. Non, on veut pas qu'il y ait des données, parce que tu es obligé de mettre ton adresse mail pour qu'on puisse t'envoyer une newsletter. Et ton âge peut être en 20 minutes. Non, parce que en fait. Ça compte pas. En fait. On veut pas récupérer ces données-là parce que là, tu touches à des données personnelles et tu sais pas où vont tes données. Moi, je veux pas ça. Je veux simplement, tu as une adresse mail pour qu'on puisse t'envoyer une newsletter, mais on veut pas savoir ce que tu regardes, ce que tu fais. C'est purement personnel. Si tu vas sur Iléon, tu as accès à la prise en charge. C'est-à-dire que là, tu vas dire, je vais faire tel et tel programme pour aller mieux. Après, ton évaluation, elle est aussi indépendante sur un outil anonymisé sur lequel tu vas te faire ton check, mais on ne saura pas qui tu es. Et là, on ne te met même pas ton adresse mail parce qu'on ne veut même pas savoir qui t'es. Et cet outil, il n'est pas en ligne encore. C'est celui dont tu parlais tout à l'heure, dans 3 mois. Donc l'un m'emmène à l'autre, l'un me permet de choisir les options que tu décris sur Iléon, ça je comprends bien. Et l'un, le but, c'est que Holy-Risque, ça va s'appeler comme ça, t'emmène sur Iléon, mais peut t'emmener sur plein d'autres choses. Si on a des gens qui ont des outils extraordinaires qui améliorent la santé des gens, eh ben on mettra des liens avec tous ces outils. Ça peut être avec des chaînes de télévision. Tu vois, tu emmènes les gens dans cet univers de la santé holistique. Voilà. Comment ça t'est venu? Parce que, qu'on se comprenne bien, t'es gastro-chirurgien. T'es enfermé H24 avec de la lumière artificielle pour faire des opérations. Comment t'arrives à... C'est quoi le chemin? Quand tu soignes un patient, parce qu'il a une maladie, avec des douleurs intestinales, que tu lui donnes un traitement, que tu vérifies avec tes endoscopes qu'il est cicatrisé, t'as envie de lui dire « Monsieur, vous êtes guéri ». Et que dans 73% des cas, il te dit qu'il est fatigué, qu'il dort mal, qu'il a mal partout, et qu'il n'arrive plus à faire ce qu'il arrivait à faire avant, quand on te dit ça toute la journée, et que tu écoutes les gens, après tu peux aussi ne pas écouter les gens et dire au revoir monsieur, mais si tu écoutes les gens, eh ben, tu te dis c'est quoi la solution? Et c'est là que tu te retrouves avec
une complexité qui est que tout le monde n'a pas autour de soi le centre Raphaël de cancérologie, où tu as 75 praticiens de toutes spécialités confondues qui veulent s'occuper de toi. C'est pour ça qu'on a eu l'idée de digitaliser avec des données scientifiques validées pour permettre, pour 50 € de t'occuper de toi. Voilà. C'est intéressant parce que c'est vraiment de la prévention. C'est-à-dire que c'est le leitmotiv de l'histoire en réalité. C'est que il y a des diagnostics, il y aura certainement des soins à mener par des professionnels, mais on est vraiment dans un outil de prévention. Si tu veux, quand on voit 50% de la population française en surpoids, d'accord, 30% en obésité, tu te dis, toi c'est ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle, qui est supérieur à 25. Donc ça par contre c'est dépendant de ta taille et de ton poids. Mais donc tu te rends compte, 50% de la population, et ça tu te dis, mais pourquoi on s'y est pas mis il y a 10 ans? En fait le poids c'est un super indicateur de ton état de santé, d'accord, holistique quand on a vu. Donc bah oui, mais ça doit être quelque chose qui doit être éduqué dès que tu es à l'école. T'as un surpoids, diagnostic et prise en charge, voilà. J'avais l'impression qu'il y avait déjà des programmes à l'école qui prenaient en compte, mais c'est l'obésité, c'est pas forcément le surpoids, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans les mêmes cours non plus. Oui, enfin aux États-Unis l'obésité c'est 50%, et puis on y arrive, hein, parce qu'on a quelques années de retard par rapport aux États-Unis, mais dans les estimations on va arriver à 50% d'obésité, là c'est encore... Parce que le problème c'est que quand tu es au surpoids, bah, tu as un petit effort à faire pour revenir au poids normal, mais quand tu es obèse, l'effort il est monstrueux. Donc c'est pour ça qu'il y a tous ces médicaments qui vont t'aider. L'idée c'est de prendre des médicaments pour te donner un petit effort, et puis qu'après tu changes tes règles d'hygiène de vie. Mais ça c'est passionnant. Tu sais qu'il y a eu cette grande étude britannique qui a été publiée il y a un mois, où ils ont montré que chez les obèses qui sont traités par ces fameux médicaments, les anti-GLP-1, bon bah ok, on leur fait perdre du poids, mais dès que t'arrêtes, ils reprennent tous, voire encore plus de poids. Et surtout que ces médicaments-là, au début on les pensait safe, puis on se rend compte que maintenant dans 30% des cas ça donne de l'ostéoporose. Donc on y arrive toujours, les médicaments ça a des effets secondaires. Donc tu peux pas envisager de laisser ça à vie. Pourtant, la seule solution que tu as, c'est de les laisser à vie, sauf si tu arrives à changer les règles d'hygiène de vie. Mais là, il faut un effort considérable, et là, il faut être holistique. Les efforts doivent être faits dès le début, et quand il y a un médicament comme ça qui doit être prescrit, il doit y avoir les mêmes efforts financiers qui sont mis dans le médicament que dans la prise en charge. Ça semble, quand tu le décris, par la plateforme que tu mets en place, assez facile d'accès. Je pense que c'est plus complexe que ça quand on décide d'y aller vers ce programme de prévention. C'est-à-dire quand il va falloir qu'on mette tout en place, on va se dire « Waouh, il y a l'Annapurna à monter, je suis pas sûr d'y arriver ». Est-ce que tu peux nous rassurer là-dessus? Est-ce qu'il y a moyen? Là où je veux rassurer, et le grand message, c'est la méthode Kaizen. C'est petit pas par petit pas. Il faut vraiment se donner des petits objectifs. Je me mets ce petit objectif, je l'atteins. Je l'ai atteint, j'en mets un autre. Vraiment, il faut vraiment y aller petit à petit. Ça, j'imagine que ceux qui accompagnent, c'est-à-dire les coachs dont tu parlais, entre autres, ils sont habitués à ça. Ils disent, non, on va y aller doucement, on va y aller tranquillement, on devrait y arriver, mais petit pas par petit pas. Ouais, c'est le conseil vraiment à garder, parce que les défis, parfois, sont lourds à relever. Et ils sont d'autant plus lourds que, actuellement, les dérèglements deviennent très complexes et multiples. Et plus on va attendre, plus ça va être complexe. Et plus l'effort à faire va être important. C'est pour ça que moi je pense qu'il y a urgence, mais là on est vraiment à un moment où il faut faire quelque chose. Parce qu'on a une altération de la santé mentale, de la santé physique, on le voit bien ce qui se passe dans les entreprises. Donc là maintenant il faut vraiment agir. Il faut plus dire ça ira mieux demain. Non. Non, enfin moi c'est mon gros message. Hein. Et puis je suis médecin, je le vois tous les jours. Donc, Une dernière chose, quand tu évoques tout ça, la tranche d'âge que tu cibles n'a pas de limite. C'est-à-dire quelqu'un qui va se décider à 30, à 40, à 50, à 60, il a des résultats possibles? La tranche d'âge n'a pas de limite. Dans chaque tranche d'âge, en fait, tu as une disparité. Tu as des gens qui sont avec des niveaux de qualité de vie et d'exposition au risque qui sont relativement bons, mais qui veulent atteindre la haute performance. Et puis tu as des gens qui sont extrêmement altérés et pour qui un petit effort va quand même être bénéfique. Et ça, c'est vrai pour quelle que soit la tranche d'âge. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est toute cette prise en charge intégrative,
Maintenant, on a des preuves très importantes de l'amélioration de la longévité et de la qualité de vie en bonne santé. En tout cas, Guillaume, merci beaucoup pour toutes ces explications, c'est très clair. Si vraiment tu peux venir quand la plateforme Holirisk est opérationnelle pour nous présenter à la limite l'ensemble et qu'on puisse le montrer, ça serait intéressant. Tu as évoqué quelque chose d'intéressant sur la souffrance au travail il y a quelques minutes. C'est bien, ça me permet d'abord de vous remercier d'avoir été présent aujourd'hui, de vous annoncer que dans quelques jours, on fait un autre tournage avec une autrice qui est passionnante, qui a écrit sur le monde du travail et la souffrance qu'elle y a vue ces dernières années. Comme nous le savons, il n'y a pas de souffrance au travail, ça va de soi. Et donc on va lui consacrer une interview et on va consacrer aussi dans la foulée une émission complète sur le talk show autour du travail et où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec les risques psychosociaux, entre autres. Voilà. Merci à vous, merci une fois de plus d'être là. N'hésitez pas évidemment à nous faire des commentaires, ça nous intéresse toujours. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. À bientôt, au revoir. Merci Guillaume.